Merci beaucoup. Bien, écoutez, je vous propose de conclure notre séance par les quelques enseignements que nous avons tirés, René et moi, de cette journée. Et j'en ai noté quelques-uns, j'en ai noté 5, mais soyez rassurés, ils sont concis et brefs. Hein. La première chose que j'ai retenue, c'est que le défi à relever est immense, que bien sûr les politiques qui ont déjà été menées ne sont pas à la hauteur, que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne chose à faire, mais qu'on peut être assez pessimiste sur la façon dont nous pourrions réellement changer de braquet, dirons-nous, dans les réalisations à mettre en œuvre. D'où une certaine inquiétude ou un certain pessimisme de ma part. La deuxième chose que je retiens, c'est vraiment qu'on est face à des situations très différentes entre le secteur social et le secteur privé. Je dirais, sans faire trop de provocation, que les locataires du secteur social sont défavorisés. Globalement, leurs bâtiments sont mieux isolés. Ils ont des bailleurs qui, en fonction de leur mission, en fonction de leurs valeurs, sont prêts à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire d'améliorer la situation du logement et le confort des locataires. Donc il faut vraiment distinguer les locataires du secteur social de ceux du secteur privé. Le seul défi pour le secteur social, c'est, Didier Monod vous l'a bien dit, c'est de réunir des moyens financiers nécessaires dans un contexte qui s'appauvrit de plus en plus à leur détriment. Voilà. Donc on va surtout évoquer le secteur privé. Et de ce point de vue, moi je vois deux difficultés qui sont... que j'ai retenues, qui ne me paraissent pas totalement résolues. La première, c'est comment on incite vraiment les propriétaires à améliorer, les propriétaires bailleurs à améliorer leur logement, puisque rien a priori ne les y pousse. Sinon, avec un peu d'espoir, une réglementation de la contrainte à travers l'interdiction de location des bâtiments F et G 2025 et 2027, je crois. Espérons, il semble qu'on en voit déjà des signes, que cette injonction législative, même si elle sera sûrement reportée, puisse vraiment porter ses fruits et lever ce premier obstacle. Il y a un second obstacle, il me semble, c'est que dans ces politiques mises en œuvre, on n'a pas vraiment encore trouvé les moyens d'aider les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de difficultés à prendre à leur charge, le reste à charge, précisément. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer un système de reste à charge zéro, comme on l'a fait pour les lunettes ou en tout cas un reste à charge avec un montant limité, hein. Et de ce point de vue, il faut regretter que les financements nationaux sur la rénovation, dans les copropriétés, on nous l'a dit, ne portent pas précisément sur la réduction du reste à charge. Ils sont généraux pour l'ensemble de la copropriété. Et c'est aux collectivités locales qu'il appartient de régler cette question, en tout cas dans le cadre actuel. Et ceci est sûrement regrettable. Donc, il faut à cet égard sûrement de fonds publics, plus de fonds publics, pour améliorer le nombre de réalisations et pour mieux les diriger vers ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Quatrième donnée, bon, c'était le thème de l'après-midi, mais il a été sous-jacent pour l'ensemble de la journée. Il faut vraiment donner à l'accompagnement tous les moyens nécessaires. C'est l'élément absolument décisif. Et on parle là de processus organisés et structurés, mais pensons à tous ces propriétaires isolés qui sont soumis à des avalanches d'arguments techniques, d'artifices d'aides fiscales qui se transforment parfois en arnaques. Je veux dire, l'accompagnement est nécessaire pour tout le monde, mais il est aussi particulièrement nécessaire pour les familles les plus démunies qui ont besoin justement de toute la gamme des appuis nécessaires. Et moi, j'ai retenu certains mots sur l'accompagnement qui sont très importants. Il faut que ce soit un accompagnement désintéressé, qui permette de gagner la confiance des personnes en cause, avec toutes les difficultés qui ont été bien mises en avant. Et il faut sûrement que ce soit durable, parce qu'on est dans des processus extrêmement longs. Surtout lorsque les mécaniques de financement, les mécaniques réglementaires ne cessent de se modifier. Et cet accompagnement est d'autant plus nécessaire qu'il faut aussi pouvoir articuler des intervenants très, très nombreux depuis l'État, on aurait pu parler de l'Europe cet après-midi, jusqu'aux collectivités locales. Et puis, dernier point que j'ai noté,
Je dirais que nous sommes à Grenoble dans un terrain assez favorable. Je crois qu'il faut... René l'a dit ce matin, il faut s'en féliciter. Nous, un toit pour tous, nous sommes assez parfois réservés sur la façon dont le PLH de l'agglomération peut être porté et réalisé. Je dois dire qu'en matière de rénovation énergétique, on a la chance, me semble-t-il, dans le bassin grenoblois, d'avoir des bâtiments qui sont globalement un peu mieux isolés que dans d'autres régions, on l'a dit, et deux, d'avoir une politique qui, par sa constance, depuis plusieurs années, permet de créer les conditions de l'amélioration. Et donc, dans le cadre de cette constance, se mobilisent plusieurs acteurs de différentes natures qui seraient parfaitement capables de faire, sinon mieux, toujours, mais beaucoup plus, si les moyens leur en étaient donnés. Donc, bon courage à nous tous. Non, on s'était mis d'accord avec Michel, je rajoutais quelque chose si c'était nécessaire, quoi. Après ce qu'il vient de dire, l'essentiel, il me semble, a été dit. Puis de toute façon, quand on fait cet exercice-là, il faut être relativement modeste parce que je pense que chacun a noté dans un coin de sa tête les 2 ou 3 choses qu'il veut retenir de cette journée. Donc il est hors de question d'imposer quoi que ce soit comme lecture et comme conclusion. Moi, j'ai été malgré tout frappé cet après-midi par une tension qui est entre une approche politique et technique, où l'objectif, c'est réussir à améliorer la qualité thermique et qualité énergétique des logements pour le bien-être général. Et puis une autre approche qui porte davantage sur les personnes, sur leur adhésion, leur confiance dans qu'elles doivent apporter au processus. Cette tension, il me semble que Francine et Jean ont donné peut-être une ligne pour s'en dégager un peu, c'est que les dispositifs et les politiques fassent confiance, ce qui n'est pas toujours le cas. La participation, l'adhésion, ça vient après. Non, il faut que ça vienne avant ou au moins en même temps. Première. Et puis deuxième tension que je voudrais pointer, c'est plus en lien avec la matinée. En début de matinée, je me suis dit, et c'est la conclusion de Michel, qu'on n'est pas mal quand même à Grenoble, qu'on n'est pas mauvais, et tout ça. Et puis finalement, fur et à mesure de la matinée, mon moral a évolué à l'inverse de la météo, C'est-à-dire que le ciel s'est plutôt assombri, Pourquoi ? Parce qu'on a dit la marche est haute. Je me souviens des propos ou soit de Lalec qui dit il faut pour être au rendez-vous de 2030, il faut qu'on augmente de 2,5 le rythme des rénovations thermiques. Didier Monod qui dit pour l'échéance de 2034, on sera à peu près bon, mais 2050, on n'y est pas. On atteindra les objectifs à ce rythme-là en 2070. Donc, voilà. Donc, et puis, d'autres ont ajouté, oui, mais le tissu économique, il est incapable. On aurait mis quelques milliards de plus sur la table, ils auraient été gâchés. Donc, voilà. Donc, il y a du travail. Merci. Merci René. Un dernier mot, c'est pour remercier à nouveau tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette journée, et en particulier à Anissa, qui n'a pas ménagé ses efforts depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, pour la bonne organisation de cette journée. Merci.